Je suis ravi d'être ici. C'est le deuxième rendez-vous du patrimoine urbain autrement. L'idée, au départ, c'était d'une part de réunir des gens qui sont dans la pratique, des gens qui sont plutôt à l'université ou dans la recherche ou à la théorie. Je crois que ça ne tient pas la route aujourd'hui parce qu'on n'a que des gens qui sont à la fois chercheurs, penseurs et praticiens de la ville aussi. Donc, si ça se trouve, vous allez assister à la réconciliation à l'intérieur de chacun de vous de ces deux pans de votre personnalité, d'une part. D'autre part, il y avait ce souci-là d'envisager les problématiques patrimoniales dans une perspective originale, différente, voir ce qui est l'innovation sur ce plan-là. Alors, on va migrer rapidement la discussion sur ces questions-là. Et je voudrais aussi que rapidement on ouvre la salle à des questions, puis gênez-vous pas à les poser par la suite. Je pense que on a retenu ça de la première fois, que c'est intéressant d'avoir vos commentaires, vos questions. Alors, je vous présente notre panel rapidement. Je vais suivre avec une question. On a d'abord mon collègue Luc Nepen, ici, qui est historien de l'architecture, professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM à l'ESG. Alors, Luc qui a commencé à enseigner l'histoire de l'architecture en 1972 à l'Université Laval, fondateur de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain à l'ESG en 2001, dont il est l'actuel directeur des partenariats. On a Marianne qui vient de vous parler, Lemieux Aird, qui est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en design de l'environnement. Elle travaille depuis 2 ans chez Entremise en tant que chargée de projet, responsable du pôle études. Et voilà, dans le cadre de ce travail dont on va parler aujourd'hui, elle accompagne notamment, depuis plus d'1 an, un groupe dans une démarche de requalification d'une église en Gaspésie. Et on a finalement Philémon Gravel, qui est détenteur d'une maîtrise en architecture spécialisée en conservation de l'environnement bâti, a une formation en ébénisterie. Bravo. C'était pas... Bravo. Philémon, je ne sais pas pourquoi je dis bravo. Pourquoi pas? Félicitations pour ça. Philémon, donc, a cofondé Entremise il y a plus de 5 ans. Il est maintenant donc directeur général et à ce titre, il participe à son développement par la mise sur pied de projets d'occupation transitoire. Donc, il a été impliqué dans toutes sortes d'autres projets d'architecture alternatifs, comme le catalyseur d'imaginaire urbain, au campus Outremont, qui est maintenant le campus 1000, Bellastock Québec ou encore le lab éphémère de l'Aduc. Voilà donc pour les présentations générales. Je vais vous demander à votre tour de vous présenter, mais en nous disant peut-être d'abord qu'est-ce qui vous a mené à la question de la transformation des églises dans le contexte de votre parcours. Je commencerai peut-être avec Luc. J'ai droit à ça? Oui, bien sûr. Bon. Parce que j'ai toujours eu une petite voix, puis avec le temps, ça ne s'améliore pas. Donc moi, comme Guillaume l'a dit, j'ai commencé à m'exciter sur les églises assez tôt. Je me souviens, j'ai fait un premier petit livre en 1970, en 1971. J'ai fait un premier dossier de défense d'un bâtiment, l'église Saint-Patrick à Québec, qui venait d'être incendiée, et dont on a réussi à sauver les ruines, qui, 30 ans plus tard, ont été intégrés dans le laboratoire de recherche de l'Institut de cancérologie de l'Hôtel-Dieu. Donc, mais je me suis rendu compte très, très vite, en étudiant les églises, que ça n'allait pas très bien, que c'était bien beau de parler de la beauté, de la majesté de ces choses-là, mais qu'elles allaient tous disparaître. On avait en parlant aux curés dans les paroisses, aux gens, on se rendait bien compte que c'est une histoire qui n'allait pas aller très loin, là. Donc, je me suis très vite engagé dans des projets de conservation des églises. Et évidemment, après, à Québec, c'était plus tranquille un peu. Puis, je me suis menacé d'excommunication par un évêque, puis ainsi de suite, là. Mais quand je suis arrivé à Montréal, là, on est arrivé en 2000, là, on est arrivé dans le chaud du problème. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'engager beaucoup plus activement dans certains projets, dont très tôt, 2005, Sainte-Brigitte, et c'est encore mon cauchemar aujourd'hui. Mais bon, on va peut-être trouver une solution à un moment donné. Puis donc, depuis ce temps-là, je continue à faire des recherches sur les églises, mais aussi sur le problème de la conversion des églises, le potentiel de réutilisation. Et je me souviens, dès 2004,
2004, on avait fait pour la CEDEST. C'était la CEDEC de l'Est de Montréal qui a été dissoute depuis. Mais un projet en démontrant à la ville notamment que sur les sites d'églises, on pouvait faire 10 000 logements. Donc la ville avait eu un 10 000 logements qui était devenu un 20 000 logements. Puis là, ils se disaient, c'est fini, il n'y a plus de place. On a dit non. Si on fait l'inventaire des sites d'églises, des places qui sont disponibles, donc ça voulait dire qu'on en démolirait certaines, mais on en garderait d'autres autour desquelles on pouvait construire des logements. Donc c'est quelque chose qui m'a animé depuis tout le temps, de dire qu'il ne faut pas laisser, par exemple, dans la situation où on est aujourd'hui, il ne faut pas laisser ces bâtiments et ces sites à des promoteurs privés, mais il faut plutôt essayer, de conserver le patrimoine dans la mesure du possible. Je ne me fais pas d'illusions, on ne fermera pas d'hôpitaux parce qu'on va sauver des églises, mais deux, en utilisant ces sites et ces bâtiments pour des activités sociales et communautaires, donc du logement. Et je suis encore là-dedans. Évidemment, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile en dehors de Montréal, dans une petite ville, un petit village. On ramasse tout ce qu'il n'y a pas dans le village, on dit on peut tout mettre ça dans l'église, pour 1,2, 1,5 million, on arrive à le faire, puis ça se fait. Bon. Parce que le maire, c'est le beau-frère du gérant de la Caisse populaire, puis etc. Donc il y a une connivence là. Chose qu'on n'a malheureusement pas à Montréal. À Montréal, on est vraiment devant une catastrophe. Oui. Avant d'entrer dans le sujet des églises, je pense que ça pourrait être intéressant de vous parler un peu plus de la mission générale d'Entremise. En gros, Entremise, comme je vous l'ai dit, on est une organisation à but non lucratif qui cherche à transformer des bâtiments vacants ou sous-utilisés en actifs communs. Puis cette transformation, on la mène avec un outil ou une stratégie qu'on appelle l'occupation transitoire. Donc, en fait, au lieu de laisser un bâtiment vacant pendant de longues périodes de temps, puis en essayant de trouver le projet parfait qui pourrait rentrer dans ce bâtiment-là, ce qu'on essaie de dire, c'est plutôt faisons une intervention minimale pour que le bâtiment soit sécuritaire et qu'on puisse l'occuper rapidement, ouvrir les portes à la communauté locale autour et tester des activités. Et avec cette occupation qu'on appelle transitoire, bien, on peut voir qu'est-ce qui fonctionne bien dans le bâtiment comme type d'activité, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qui sont les acteurs du secteur, quels sont leurs besoins, qui ont envie de participer au projet. Et comme ça, bien, on peut fédérer aussi une communauté autour du projet et du bâtiment. Et idéalement, cette phase d'occupation transitoire, bien, après ça, elle informe le projet pérenne. Donc, vous ne serez pas surpris qu'Entremise se fait appeler de plus en plus fréquemment pour intervenir dans des projets de transformation d'églises. On le sait, c'est un enjeu majeur au Québec et sûrement dans bien d'autres régions. Les églises deviennent de plus en plus vacantes, il y a de moins en moins de croyants, donc il y a de moins en moins de sous pour entretenir les églises, etc. Et donc, le projet, on est intervenu dans plusieurs types de projets de requalification d'églises, puis on a assumé plusieurs rôles dans ces projets-là. Mais le projet qu'on a fait de plus grosse envergure, c'est celui de la transformation de l'église de l'Assomption de Notre-Dame de Grande-Rivière. Donc, je vais vous en dire quelques mots parce que je trouve que c'est vraiment une démarche qui est assez représentative de plusieurs de ce type de démarche, de requalification d'églises par les communautés. Donc, Grande-Rivière, c'est une ville à 1 heure à peu près au sud de Gaspé, en Gaspésie. Une ville de 3400 habitants qui a une église de 1300 places assises. Donc, c'est énorme pour la taille de la population, surtout quand dans chaque petit village à côté, il y a aussi une autre église. Donc, c'est vraiment un bâtiment qui est énorme. Et là, en 2019, c'est une église catholique, et en 2019, le Conseil de fabrique, pour ceux qui sont moins familiers avec le vocabulaire religieux catholique, le Conseil de fabrique, c'est comme le groupe de paroissiens, paroissiennes qui gèrent le côté plus administratif et l'entretien des bâtiments et qui sont propriétaires des bâtiments églises. Donc, le Conseil de fabrique de Grande-Rivière, en 2019, réalise qu'ils n'auront plus les sous bientôt pour entretenir cette énorme église. Ça coûte à peu près 35 000 $, si pas plus, en chauffage par année. Donc, fait appel au maire de la ville en lui disant, est-ce que la ville de Grande-Rivière serait prête à acheter l'église pour une somme symbolique de 1 $? Mais là, le maire, il voit l'église, il ne voit pas comment il peut rendre le bâtiment rentable, donc il ne veut pas acheter le bâtiment comme ça, mais il veut quand même apporter un support au conseil de fabrique et trouver une manière de sauvegarder l'église qui est vraiment comme au centre de la ville.
Donc, il mandate en fait un organisme culturel du secteur pour porter une réflexion sur l'avenir de l'Église. Mais cet organisme du secteur, c'est un organisme de une personne et qui a sa propre mission, qui est de promouvoir la culture à Grande-Rivière. Donc, ne veut pas être seul dans cette énorme démarche. Constitue un comité qui s'appelle le Comité du lendemain, qui lui est composé de plusieurs individus qui sont représentatifs de plusieurs groupes qui pourraient être impliqués dans le projet de requalification. Donc, il va y avoir un représentant citoyen et citoyenne, un représentant des paroissiens, un représentant des organismes du secteur, etc. Et donc, ce comité qui est formé prend le rôle d'essayer de trouver une nouvelle vocation, en fait une vocation additionnelle au culte pour essayer de rendre le projet viable financièrement. Et là, applique à un financement du Conseil du patrimoine religieux du Québec, reçoit le financement et engage une professionnelle en accompagnement du changement pour faire une première phase de consultation publique. Donc, une première phase où il va y avoir plusieurs ateliers avec le comité du lendemain, un sondage aussi qui est envoyé à l'entièreté de la population pour voir qu'est-ce que les gens veulent voir arriver dans cette église. Et là, suite à cette première phase, l'opinion générale veut que ce soit une maison citoyenne pour Grande-Rivière. Donc, une maison citoyenne où il y aurait à la fois des activités de culte et des activités de tout type autres. Et suite à cette première phase, le comité du lendemain fait appel à Entremise pour faire une occupation transitoire dans l'Église. Donc, c'est là qu'on intervient dans le projet, en 2021 à peu près. Et une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on va visiter l'Église. On réalise qu'elle est magnifique, mais qu'elle est énorme aussi, et qu'on ne sera pas capable de juste ouvrir les portes et d'occuper l'entièreté du bâtiment. C'est juste trop gros pour la taille de la population. Donc, on essaie de commencer à une plus petite échelle et d'ouvrir uniquement la sacristie en premier. Donc, la sacristie qui peut quand même accueillir 50 personnes dans cette église-là, à peu près. Donc, on fait un appel général à la population en leur demandant est-ce que vous avez des activités que vous aimeriez mener dans cette église-là? Et pendant 4 mois, on va recevoir différents types d'activités, un gala, un apéro, des rencontres, un CA, etc. Et c'était pour tester qu'est-ce qui fonctionnait bien dans l'Église, qui était intéressé par le projet, et pour tester aussi la cohabitation entre les activités de culte puis les activités laïques. Mais en toute honnêteté, avec ce test-là, on s'est rendu compte très rapidement que c'était très, très difficile, la cohabitation. Ça nous a causé beaucoup de défis, d'embûches, même qu'on est venu à mettre fin à cette phase d'occupation transitoire plus rapidement que ce qu'on aurait souhaité au départ. Et là, on est rendu sur la fin de notre mandat. On va bientôt déposer le plan d'affaires qui est comme le livrable un peu de notre mandat. Et je pense quand même que ça a été vraiment bénéfique de passer par cette phase d'occupation transitoire parce que dans ce plan d'affaires, il y a aussi des esquisses architecturales qui sont faites, qu'on fait en collaboration avec Pivot, qui est une coopérative en architecture. Et là, dans les esquisses qu'on propose, la sacristie est réservée exclusivement aux activités religieuses. Parce qu'on a bien vu que c'était très, très difficile de gérer la cohabitation. Et peut-être que si on n'était pas passé par cette phase d'occupation transitoire, bien, on aurait prévu une mixité dans l'ensemble du bâtiment, mais là, on aurait vécu les mêmes enjeux et les mêmes défis, mais beaucoup plus tard dans le processus, et ça aurait pu être beaucoup plus négatif pour le projet. Donc voilà, mais il reste encore des gros enjeux aussi dans ce défi, parce que là, dans ce projet-là, parce qu'il faut encore trouver qui va devenir le nouveau propriétaire pour l'Église. La Ville n'est pas encore convaincue de vouloir assumer ce rôle. Puis aussi, on n'a pas encore défini qui va être le porteur du projet suite à la fin de notre mandat, parce que le comité du lendemain, c'était super pour la démarche de réflexion sur ce qui allait arriver, mais ce n'est pas une entité juridique, c'est un regroupement de plusieurs personnes, et chaque personne agit de manière bénévole dans ce comité et a souvent aussi un autre emploi. Et donc, pour nous, ça ne peut pas être l'entité qui va porter le projet de développement immobilier de l'Église. Il faut qu'il y ait une structure qui soit créée dont c'est la mission principale. Voilà. Merci Marianne. Je suis curieux d'en savoir plus sur les raisons pour lesquelles cette phase de consultation s'est terminée. Juste un mot. Désolé pour la toux. J'ai pas la COVID. J'ai fait un test il y a 2 jours. J'ai juste des jeunes enfants qui mettent leurs mains partout, mais je vais tousser peut-être encore. Désolé. Philémon. Ouais, je vais essayer de répondre à ta question sur la toux ou sur la toux, plus sur quelle est ma relation avec les églises. Avec plaisir. Puis je pense que Marianne a bien mis la table sur quelle est la relation d'entremise avec les églises, mais peut-être deux
deux moments. En fait, quand j'avais 16 ans, mes deux parents païens et baby boomers m'ont évoqué qu'il y avait des grands soupçons que ma grand-mère m'avait baptisé en secret à l'église de Belleuil. Fait qu'à 16 ans, je suis allé seul dans l'église de Belleuil pour essayer de comprendre déjà c'était quoi cette religion-là que je comprenais pas tant parce que mes parents avaient un peu m'avaient laissé très à l'écart de cette histoire-là. Puis en rentrant dans cette église-là, j'ai compris le caractère sacré, même si en enlevant Jésus de l'équation, comprendre à quel point ces espaces-là étaient incroyables et porteurs d'une histoire. Puis le fait de savoir que ma grand-mère y croyait assez pour me baptiser, j'ai aussi une forme d'attachement à ces lieux-là. Puis ensuite, juste avant Entremise, j'avais été engagé comme scénographe dans un projet artistique qui était le Cimetière des savoirs sensibles. Et dans le cas de ce projet-là, on était allé à Joliette, où la ville de Joliette avait organisé des résidences artistiques dans l'église, une belle église moderniste. Et on a passé 2 jours à habiter dans le presbytère et à tester le projet de Cimetière des savoirs sensibles. En fait, c'est l'idée d'archiver des savoirs sensibles dans une forme de crématorium conceptuel. C'était assez flou, mais l'idée, c'était d'utiliser l'église. On était dans l'église, on recevait tant des personnes du centre de personnes âgées et aussi des groupes d'écoles pour un peu tester notre modèle et leur demander d'archiver des savoirs sensibles. Puis j'ai compris aussi comment ces lieux-là, leur caractère sacré, pouvaient être utilisés différemment. Puis il y avait peut-être d'autres usages à trouver. Et c'est un peu ça qui nous habite chez Entremise, en fait. C'est la question, un bâtiment a été conçu pour un usage. Qu'est-ce qui arrive quand cet usage-là finit? Et comment réinventer un usage, mais en prenant les paramètres qui sont ceux du bâtiment qui a été conçu pour l'usage de culte dans ce cas-là, quel autre usage on peut trouver collectivement pour requalifier ces lieux-là? C'est la première question à se poser, parce que c'est des lieux incroyables, mais ils sont très spécifiques à une utilisation qui n'est plus. Donc, quelle autre utilisation on peut en faire? C'est pas évident. Et je pense que c'est pas une réponse, mais des dizaines et des centaines de réponses qu'il va falloir trouver, et surtout des modèles pour arriver à déployer ces réponses-là et en faire des modèles financiers qui se tiennent et des modèles de gouvernance qui permettent de les préserver pour encore 100 ans. Et c'est tout qu'un défi, comme Marianne vous l'a présenté avec l'église de Grande-Rivière, mais c'est un enjeu qui est partout au Québec et qui va devoir demander des solutions très sérieuses. Merci. Je vais peut-être passer le micro à Luc. J'ai envie de te poser la question plus généralement de l'état actuel de la situation des églises au Québec, puis donc 2023, mais évidemment là, en pointant vers l'avenir aussi. Ben, écoutez, on a commencé tout ça avec quand le Conseil du patrimoine a fait un premier inventaire. Ils ont identifié 2700 lieux de culte qui étaient pour la plupart logés dans ce qu'on appelle une église, un grand truc avec un clocher, puis beaucoup de mètres cubes, mais non pas tant de mètres carrés. Et alors, nous, on avait fait un inventaire dans lequel on était parti plus tôt en 1900, puis donc le Québec a déjà connu 3400 églises, lieux de culte logés dans des églises, mais à différents moments, il y a des églises qui ont fermé, qui ont été remplacées, notamment dans les traditions protestantes, là, en 1925, avec la fusion pour l'Église unie, puis ainsi de suite. Donc, sur les 2700 et quelques qui avaient été identifiés en 2003 par le CPRQ, il y en a déjà à peu près 800 qui ont été convertis à un autre usage. Donc, quand je fais des conférences, on est souvent invité à l'étranger, on va dire un peu, voici ce qu'on fait au Québec. Les gens disent, mon Dieu, vous êtes avancés, là, vous avez développé tout un savoir dans la conversion des églises. C'est un fait. Il y en a aujourd'hui à peu près 300 qui sont en cours de, donc vraiment où les gens, l'église est fermée, a été vendue, un groupe qui se manifeste, etc. Et le CPRQ, qui au début était la Fondation du patrimoine religieux, qui était vraiment prise en otage par les religieux, là, on a bataillé pas mal, puis là, aujourd'hui, c'est vraiment un organisme laïque dédié à la cause du patrimoine, et non plus dédié aux faits religieux. Beaucoup moins de personnel clérical là-dedans. Et donc là, ça va bien. Le CPRQ, cette année, par exemple, va avoir jusqu'à 35 millions dans ces deux programmes, restauration des bâtiments, puis conversion et aide aux projets de conversion. Moi, je milite pour qu'on en ait plus d'argent, puis il va falloir qu'on aille jusqu'à 200 millions par année pendant 10 ans, si on veut sortir du tsunami, du trou dans lequel on est là. Parce qu'à 35 millions, on n'a encore réglé aucun cas à Montréal.
Puis on sait qu'une église, ça peut coûter, si vous attaquez à l'Immaculée, Saint-Jean-Baptiste ou l'église de Saint-Ange, etc., c'est des trucs de 25-30 millions. Là. Alors, donc là, ça va être un choix. Moi, je travaille avec des dizaines de paroisses, d'organismes, souvent des conseils municipaux, puis des groupes. Puis en fait, on leur dit, déposez, faites un projet, déposez une demande, mais surtout, appelez le député. Et plus les députés vont porter des projets, c'est comme ça qu'on arrive à faire augmenter les budgets annuels. On a un écueil, les gens appellent ça un patrimoine religieux. Moi, je dis que c'est du patrimoine ecclésial. Parce que chaque fois qu'on parle de religieux, puis qu'il y a une montée de lait pour la laïcité, on recule. Les gens disent, voyons donc, le gouvernement ne doit pas dépenser d'argent pour le religieux. À l'ESG aussi, moi, à un moment donné, les gens m'ont dit, mais M. Nopen, pourquoi, les gens au conseil disaient, pourquoi est-ce qu'il y a un prof qui s'occupe du religieux? Ben, je dis, écoutez, le portefeuille immobilier des diocèses du Québec est beaucoup plus important que celui de la Caisse de dépôt et de placement. Alors, ça vaut-tu la peine qu'il y ait au moins un professeur qui s'en occupe un petit peu, là? Ah, on ne savait pas, excusez-nous, là. Mais donc, c'est un problème, c'est vraiment un grand problème dans lequel on a développé beaucoup de solutions déjà, on a des programmes, mais il faut continuer à faire pression. Et c'est toujours à recommencer, parce qu'à chaque élection municipale, les maires et les conseillers qu'on avait convaincus disparaissent. Moi, j'ai un argument en or, je dis toujours à un maire, si tu t'occupes pas de ton église, tu vas débarquer, là. Puis c'est un fait, il n'y a aucun maire qui a laissé démolir une église qui a été réélue. Donc, on commence à avoir des statistiques aussi sur la performance des maires. Et ça aide. Et donc là, ça va plutôt bien dans la demande, mais évidemment, on a des cas qui sont impossibles. On n'y arrivera pas. Il y a une vingtaine d'années, j'avais déjà dans une conférence dit, si on arrive à en sauver 60%, ça va être beau. Avec le temps, je suis descendu à 40%. Parce que c'est gigantesque ce qui nous attend, puis comme vous savez, vous lisez les journaux comme moi tous les jours, il n'y a pas grand-chose qui marche bien là, au Québec. Là. Il y avait l'hydro qui marchait un petit peu encore jusqu'à récemment. Là, ils ont réussi à mettre le bordel là-dedans aussi. Mais, c'est compliqué. C'est compliqué, puis il faut convaincre il faut travailler à la base, convaincre les élus, parce qu'il y a deux choses qui ne marchent pas. L'entreprise privée, on oublie ça. Elle n'a pas comme mission de s'occuper du patrimoine. Puis tous les cas qu'on a eu d'une église au privé, ça dure 2, 3, 4 ans, puis bon, c'est réglé, c'est fini, ça ne marche plus. Les OBNL, ça va bien, seulement si elles sont appuyées par une municipalité. Parce que vous savez comme moi qu'un OBNL, c'est une entreprise privée. Là. Donc, elle peut se vendre à n'importe qui. Alors, un OBNL qui peut acheter une église, ça peut être un front pour un promoteur qui dit « Je vais les laisser s'amuser un peu, les jeunes, là, puis dans 3-4 ans, je les rachèterai pour une pièce. » Bon, alors donc, il faut se méfier de ça. Alors moi, je milite depuis longtemps pour qu'on crée une fiducie foncière pour les églises, la fiducie des clochers du Québec. Ça fait son petit bout de chemin, mais ça prend du temps. Là, on a eu des rencontres avec le ministère de la Culture récemment parce que on a à peu près 200 églises qui sont classées, donc dont on pourrait dire qu'elles sont précieuses, puis que le gouvernement s'en occupe, mais il ne sait pas quoi faire avec. Puis le classement des églises, c'était fait dans l'idée qu'elle va être là tout le temps, puis ça va toujours être un lieu de culte. Mais si vous prenez les belles églises de l'île d'Orléans, puis vous les fermez au culte, vous faites quoi avec, là? Et qui va en être propriétaire s'il n'y a plus de paroisse? Les municipalités, ils disent non merci. Donc il faut, parce que je connais une municipalité qui a acheté une église classée à l'Acadie, Saint-Jean, sur Richelieu. Puis là, ils se sont rendus compte, une fois qu'ils l'avaient acheté, que ça allait leur coûter 10 millions pour les 10 prochaines années. Puis là, le maire, il dit, pourrais-tu la revendre, là? Puis là, il voudrait protéger la cathédrale, mais il dit, j'ai déjà celle-là. Puis bon. Alors, c'est un problème. Puis à Montréal, la ville de Montréal ne veut pas se mêler de ça du tout. Et chaque année, il y a à Montréal 14 grosses églises qui sont fermées et qui tombent en morceaux. Et où le service des incendies se rend régulièrement pour éteindre des débuts de feu. Il y en a quelques-unes qui tiennent la route. Vous connaissez tous la magnifique église Saint-Jean-Baptiste sur Rachel. Mais ça dépend d'une personne qui est dévouée corps et âme, qui a des relations, c'est quelqu'un qui connaît du monde, bon. Mais si cette personne-là disparaît, c'est pas évident qu'il va y avoir quelqu'un qui va mettre autant d'énergie, autant de savoir.
Et cette église-là n'est pas classée. À Québec, il y a une dizaine d'églises classées dans la ville. À Montréal, il n'y en a pas. Notre-Dame de Montréal n'est pas classée. Oui, mais ils disent, elle fait partie du Vieux-Montréal, c'est correct. Non, c'est pas correct. Le niveau de financement pour les travaux, tout ça, c'est pas toujours la même chose. Donc, il y a un gros retard à Montréal. En pourcentage, Montréal pourrait dire au ministère de la Culture, écoutez, on aurait droit, nous, à une quinzaine de bâtiments classés. Il n'y a aucune raison au monde pour s'opposer à ça. Mais, alors là, le diocèse, il se dit, la stratégie du diocèse, quand c'est le cardinal Turcotte et Monseigneur Mancini, on a acheté Sainte-Brigide, d'autres ont fait des projets, ça allait bien. L'archevêque actuel, là, il est entouré de gens qui pensent que l'Église, c'est une valeur marchande, c'est de l'immobilier, qui, si ça disparaît, on pourrait faire des condos de luxe. Là. Ça, c'est là. Et donc, ce qu'on fait, le diocèse ne ferme pas les églises, parce que s'ils annoncent qu'ils les ferment, ils vont recevoir un compte de taxe. Donc, on laisse ça là. On fait un prêtre qui fait un petit tour dans l'église de temps en temps. Puis donc, il n'y a pas de compte de taxe. Puis on laisse vieillir le terrain, même un fromage, là, ça se bonifie avec le temps. Là. Et puis à un moment donné, l'église va tomber. On dit, écoutez, il faut bien qu'on s'en débarrasse. Alors, à Montréal, on est plutôt dans un cul-de-sac par rapport à la dynamique qu'on connaît un peu partout. Et on a de grandes églises qui ont... Il y en a. À Saint-Jean-Baptiste, on ne peut rien faire. Il n'y a même pas de place pour faire un débarcadère de camion. C'est roll-bar, là. Mais ailleurs, il y a des églises qui ont quand même des sites intéressants, puis sur lesquels on pourrait aussi ajouter des logements, puis ainsi de suite. Et si on doit se départir d'une église, si on doit pleurer un patrimoine qui disparaît, au moins pleurons-le et on va se consoler parce que ça deviendrait du logement social ou des équipements communautaires. Ça, ce serait la position qu'il faut défendre pour Montréal. Je pense que c'est intéressant quand vous parliez de la difficulté d'investir dans le patrimoine religieux. C'est sûr que bon, la question d'aujourd'hui, c'est le rôle des communautés dans la requalification des églises. Puis à mon avis, c'est la poule ou l'œuf un peu, parce que c'est difficile de justifier un projet de requalification pour une communauté, étant donné que le pas à franchir en termes de déficit d'entretien ou d'investissement est gigantesque. En même temps, c'est en ayant des projets porteurs dans des églises, c'est peut-être ces projets-là qui vont réussir à convaincre le gouvernement d'investir oui, dans l'Église, mais aussi dans le projet qui veut y prendre place. Parce qu'après ça, investir pour une Église qui est inoccupée, même si c'est un patrimoine important, c'est comme payer pour la restauration d'un grand monument très cher à chauffer, mais dont personne n'a l'usage. Puis c'est très difficile de légitimer ces investissements-là quand il n'y a pas de projet porteur. Mais en même temps, c'est difficile de développer des projets et de faire un modèle d'affaires qui se tient en ayant ces déficits d'entretien-là. Donc nous, on le voit, un peu, c'est la poule ou l'œuf. À mon avis, l'occupation transitoire peut être une solution parce que ça pourrait permettre une cohabitation du culte et des nouveaux usages, puis tranquillement essayer d'identifier des porteurs de projets ou des modèles d'affaires qui permettraient de financer la requalification de l'Église. Mais ça, c'est dur à identifier parce que souvent, on attend la solution miracle ou le champion, le porteur de projet qui va arriver avec son financement et son usage. Mais malheureusement, c'est pas le cas dans beaucoup d'églises. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une volonté d'une communauté de requalifier l'Église? Il n'y a pas de développeur identifié. Comment est-ce qu'on arriverait à faire un... C'est vous-même qui aviez parlé d'un GRT spécialisé, parce que c'est un job en soi là, de faire un projet de développement immobilier, d'aller chercher les bailleurs de fonds, d'engager des architectes, des ingénieurs, de faire un montage financier, d'aller chercher les partenaires, de peut-être utiliser le terrain comme levier de financement. Mais ce travail-là, c'est difficile de demander aux communautés bénévoles, dont souvent les activités qu'ils veulent déployer, c'est ça leur mission principale et non pas de développer un projet. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir des instances qui accompagnent ça et comment des instances qui soient dédiées à ça, comme les GRT le sont pour les projets de logement social. Mais en soi, c'est une expertise qui mériterait d'être développée. Là, je pense qu'Ego Bâtiment, tranquillement, commence à se faire la main sur cet accompagnement-là. Mais de l'officialiser, de financer cet accompagnement-là, ce serait déjà un premier pas pour ensuite financer les projets qui seraient présentés, qui inclurait aussi de reprendre les déficits d'entretien et de requalifier l'Église, même si c'est très cher par rapport à l'usage qu'on y ferait. Faire un centre communautaire sur un terrain adjacent serait clairement moins cher que d'essayer de le faire rentrer dans un usage qui n'a pas été conçu pour ça. J'aurais quelques commentaires. D'abord, il faut savoir que l'Église appartient à la fabrique de paroisse, et la fabrique de paroisse ne peut rien faire d'autre que gérer un lieu de culte. Donc, dès qu'on ferme au culte, il faut que l'Église soit vendue, soit cédée.
Alors, il peut mettre une plaque à vendre, il peut aller à n'importe qui. Mais ce qu'on conseille aux gens, et ça depuis une trentaine d'années, c'est qu'elle soit acquise par un OBNL ou une municipalité, de préférence une municipalité qui ensuite met en œuvre un OBNL pour développer des occupations. Le contexte aujourd'hui fait que quand une municipalité veut s'occuper de l'Église, elle doit d'abord citer l'Église comme un patrimoine important, ce qui justifie qu'elle dépense des fonds. Mais la plupart des projets de conversion qu'on a fait sur des églises sont presque défrayés à 100% par des subventions. Tu sais, on peut avoir des subventions provinciales, on a toujours... Chaque fois qu'on fait quelque chose sur une église, on peut aller chercher au moins un demi-million à Ottawa, sinon plus. Donc, il y a de l'argent. Je dis toujours aux gens, on vit dans une société riche et on a les moyens. Mais sauf qu'il faut que vous soyez unanime pour reconnaître que ce bâtiment-là est important pour vous, puis c'est votre patrimoine. Si vous ne voulez même pas le reconnaître comme votre patrimoine principal dans le village ou dans la ville, ben là, ne demandez pas au Québec tout entier de se gratter le fond de poche pour vous aider, là. Bon, ça, c'est une chose. Alors donc, on a des moyens. Le problème, on dit, c'est quand on a une église qui est très précieuse et qui a un déficit d'entretien. Alors, quand il faut dépenser 3-4 millions pour réparer l'église avant que l'on puisse décider ce qu'on fait avec, ça, évidemment, ça fait peur. Et puis là, l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on a des architectes, des ingénieurs qui sont des bricoleurs. Un architecte qui n'a jamais travaillé sur une église, on lui demande son avis, il va faire un carnet de santé, puis il va allègrement décréter qu'il faudrait investir 8 millions. C'est de la bullshit. Parce qu'on peut très bien commencer par investir 400 000, puis 200 000 l'année suivante. Cette église-là, elle est là depuis 100 ans. Elle ne va pas tomber demain matin, puis les quelques pierres qui se déchaussent dans la façade, on peut les remplir. On peut les coller, s'il faut. Bon. Mais donc, il faut arrêter de dramatiser. Et puis, demandez surtout pas un ingénieur. Il n'y a aucun ingénieur là, formé dans les 20 dernières années qui est capable de certifier la solidité d'une église. Donc, ils vont tous nous dire qu'elle va tomber bientôt. Alors, demandons à un architecte qui sait travailler sur une église, qui, lui, connaît un ingénieur qui va faire des choses, des évaluations de façon responsable. Donc, on a quand même développé depuis 30 ans un certain savoir-faire en disant on peut y arriver. Là, on est un peu dépassé par le nombre d'églises, puis surtout par le problème qu'on a l'impression que chaque fois qu'un cas se pose, les gens se mettent à réinventer l'eau chaude. On a tout fait ça, là. On peut faire une charte des démarches à faire ou trouver de l'argent. Je donne des cours là-dessus, puis bon, c'est pas un problème. Mais, donc, il faut et ce que je fais souvent avec un maire ou des gens qui veulent développer, je dis, écoutez, allez voir à tel endroit, parler à tel maire. J'ai déjà loué des minivans, puis un samedi, on a fait le tour avec 3 maires qui allaient voir 2 églises qui avaient été bien mises en valeur, et ainsi de suite. Donc, un cas bien fait, ça va drainer 10 ou 15 groupes qui vont se dire, on va se mettre en marche, puis on va y aller de cette façon-là. Maintenant, évidemment, il y a 10 ans, il y a 15 ans, même il y a 3-4 ans, on était dans une situation où c'était encore ponctuel. Là, ça devient, comme je vous dis, là, je dois dire au CPRQ, écoutez, il va falloir qu'on aille demander 200 000 et pas 35 millions. Là. Parce que la demande, et c'est là qu'on va en perdre beaucoup, parce que faire un projet sur une église, ça prend 10 ans. Faire le projet puis le réaliser. Alors, on obtient des fonds dans un programme, mais ils sont périmés 3 ans après. Donc, puis on obtient des fonds dans 3 programmes qu'il faut arrimer, puis qui ont tous des échéanciers différents. Alors là, on s'embourbe dans des discussions. C'est pas simple. Et c'est pour ça que je disais, on pourrait recommander de créer un GRT pour les églises. Pas par ville, mais un pour le Québec au moins. On fait ça un peu au Conseil du patrimoine religieux. Maintenant, il y a 4 personnes, on va peut-être en avoir 2-3 de plus, où il y a des gens donc, qui répondent au téléphone, qui font des conférences, qui vont rencontrer les gens et donc qui vont faire connaître la bonne nouvelle. On a un savoir-faire, on peut y arriver. Mais c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'accompagner une église, ça prend du monde à temps plein. En tout cas, on pourrait monter une équipe qui accompagne 3-4 églises au maximum, parce que c'est du temps plein, il faut faire des rencontres, il faut convaincre les gens, il faut convaincre les maires.
moi, je passe mon temps à faire des pep talks dans les églises pour dire aux gens comment votre église est belle et voici comment vous pourriez la sauver, puis ainsi de suite. Mais donc, il y a beaucoup de gens à convaincre. Mais comme je vous dis, je ne suis pas un adepte de la CAQ, là, mais au moins, ça va plutôt bien du côté du financement. On attend toujours l'écueil. Donc, quand est-ce que le ministre des Finances va dire... Mais je peux vous consoler, c'est que le financement des projets d'église, ça ne coûte rien au gouvernement dans son budget. Parce que c'est un système qui a été inventé il y a une vingtaine d'années, 25 ans déjà, par un architecte urbaniste assez génial. En fait, tout ça s'est produit en service de dette. Donc, le gouvernement s'endette, mais transmet la dette au CPRQ, qui prend un lien sur les partenaires qui développent le projet. Donc, il n'y a que le remboursement de la dette et l'intérêt qui est imputé sur le budget du ministère de la Culture. Donc, quand on dit on dépense pour les églises 35 millions par année, en fait, effectivement, ça veut dire qu'on dépense 2-3 millions. Là. Mais, alors, quand on aura converti 2700 églises et qu'on aura contracté 2,4 milliards de dettes, là, ça va être autre chose. Là. Mais pour l'instant, là, le patrimoine à caractère religieux, c'est un peu une bonne affaire pour le gouvernement et c'est politiquement très rentable. Parce que les gens sont contents, les députés ont des dossiers, ils font des choses pour leur... Alors, une fois qu'on sait comment s'insérer dans ce truc-là, là, ça va assez bien. Ce qui va nous tuer, c'est le nombre. Mais je suis très contente d'entendre qu'il y a plein d'options de financement pour les rénovations. Mais nous, ce qu'on voit aussi sur le terrain, c'est que même en ne prenant pas en considération les coûts par rapport à la requalification, donc aux travaux de l'Église, c'est très, très, très difficile d'arriver avec des modèles d'affaires au niveau du fonctionnement qui sont viables. Parce qu'on le sait, les églises, c'est des bâtiments qui sont premièrement très, très chers à chauffer. Aussi, au niveau de l'entretien, il y a aussi des grands coûts. Et il y a très peu de surface qu'on peut louer par rapport... Ça ne sera jamais viable. Mais alors, comment on fait si c'est jamais viable? Dérouler du trottoir et planter des lampadaires, c'est pas viable. Les gens payent des taxes pour ça parce que c'est un service qu'on leur rend. Et dès lors qu'on prend l'église, qu'on fait un équipement culturel public municipal, qui au lieu de construire une nouvelle bibliothèque, au lieu de construire un nouveau... Bon, on arrête un peu de faire des casernes de pompiers. Le lobby des pompiers, c'est dramatique. Qu'on arrête un peu de faire des casernes de pompiers puis qu'on s'occupe de l'église, puis on fera des casernes un peu plus tard. Et alors, c'est ça que je raconte aux gens, mais ce ne sera jamais viable parce qu'il y a toujours un 25-30 000 $ de chauffage. Ça ne baissera pas. Tu sais, on peut regarder, les Allemands, les Hollandais, les Suédois ont des solutions techniques formidables là, dont on peut apprendre beaucoup. Mais donc ça veut dire qu'il faut développer un corps d'architectes qui se spécialisent dans les églises et qui sont au fait de ça et qui travaillent avec des ingénieurs qui... Bon, ça commence un peu, mais c'est pas toujours évident. Là. Alors, ça ne sera jamais viable. C'est-à-dire que de la même façon qu'une municipalité qui a un hôtel de ville, c'est un coût. Une municipalité qui a un centre culturel, c'est un coût. Une bibliothèque, c'est un coût. Alors, l'église aura un coût et ça dépend ce qu'on met dedans. Alors, on ne peut pas inventer un usage en disant, bon, là, une grande église, on va inventer une bibliothèque. On a fait ça à Québec, à Montréal. On a inventé des bibliothèques pour occuper des églises. Ça coûte une fortune. Évidemment, après, les gens sont contents, puis ils vont lire un peu plus. Bon. Mais quand il y a un bassin de population qui permet, mais dans un petit village, la contribution du ministère de la Culture pour une bibliothèque d'une municipalité de 2000 habitants, ça peut être 4 000 $ par année, là, il ne faut pas loin avec ça. Mais ça a un coût. Mais après, c'est une question de priorité. Plutôt que de construire un nouvel hôtel de ville, et Dieu sait qu'on en fait des lettres en maudit, là. Des fois, on va dans des municipalités, ils viennent de construire un hôtel de ville, le maire est tout fier, il me montre ça, je dis, bon Dieu. Je ne peux pas y dire en pleine face que c'est pas beau, là, alors, tandis que l'Église, tout le monde spontanément est fier de l'Église, et si on peut trouver un usage et l'intégrer dans le parc immobilier municipal, puis ensuite trouver, il y a des municipalités qui ont dit on n'avait plus rien avec l'Église maintenant, et on peut cohabiter avec le culte, mais il faut faire attention, parce que l'Église doit absolument rompre les liens avec le diocèse. Il faut que ça devienne un bâtiment qui est de propriété publique.
Et ensuite, une municipalité peut faire un bail pour une communauté catholique ou pour des protestants ou pour des sikhs. On peut louer des espaces à qui on veut, là. Et la refonte récente de la loi sur le patrimoine culturel, qui a entraîné des modifications sur la loi et l'aménagement, permet maintenant et valorise même le fait que la municipalité possède des bâtiments et puisse les louer pour sauver le patrimoine. Donc, on va de l'avant, là, et ça va bien. Donc, moi, je suis de ceux qui sont plutôt positifs devant les changements réglementaires, législatifs, etc. Mais il faut qu'on mobilise les gens. Et toujours, chaque année, je vais parler à la Fédération des municipalités, puis à l'Union des municipalités, mais il faut admettre qu'on a beaucoup de maires au Québec qui sont vraiment des morons. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais moi, j'ai quand même envie de croire que c'est possible de faire des... Parce que l'investissement pour la requalification, c'est très difficile, mais après ça, c'est très difficile aussi d'imaginer qu'une communauté puisse se mobiliser puis développer un modèle d'affaires qui n'est pas viable, qui doit être subventionné. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça doit être que des équipements publics subventionnés, sinon il n'y a aucune façon de justifier un modèle d'affaires ou un projet. Ben, nous, on a quand même réussi à faire, à Grande-Rivière, on a fait atterrir certains chiffres. Et on est arrivé, après un certain moment, à une viabilité financière. Mais pour ça, il faut vraiment concentrer tous les projets de développement de la municipalité au sein de l'Église. Il y a un projet de développement de garderie, il y a un centre, il y a une grande salle communautaire qui va être développée par la municipalité. Il y a un besoin d'un café. Il y a peut-être un besoin d'espace de travail commun. Si on arrive à superposer l'ensemble de ces usages-là, on arrive à avoir un modèle financier qui se tient. Après, ça ne résout pas du tout la question de l'investissement pour la requalification, mais au moins, c'est possible d'imaginer que des bailleurs de fonds pourraient supporter un investissement si on arrive à lui présenter un modèle d'affaires de fonctionnement qui... L'investissement, c'est un one-shot, et ça, le CPRQ peut payer 80%, puis Ottawa 20%. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à quel moment? Il n'y a pas de limite. Mais limite, dans tous les cas... La limite, si quelqu'un dit « j'arrive au CPRQ en disant « je veux 15 millions », on va dire... Tu sais, comme l'église Saint-Patrick arrive pour la restauration, ils ont besoin de X millions. Bon, c'est une vieille église, c'est intéressant. Puis là, ils veulent 7 millions pour restaurer leur clôture de pierre. Non, mais là, une clôture forte, ça va faire pareil. C'est notre intuition, puis comme on essaie de les développer, je pense que chaque modèle d'affaires, disons, on a une salle de spectacle en soi, c'est un projet qui peut être financé, qui peut trouver de l'argent en capitaux pour investir, pour la développer, puis ensuite du financement au fonctionnement, il y a un propre modèle d'affaires. Mais si on arrive à superposer plein d'usages comme ça, de petits projets qui chacun arrive avec leur partie du financement, complémentés par le CPRQ, il y a moyen de requalifier et après justifier un modèle d'affaires pour le fonctionnement de l'Église. Après ça, ce qu'on se rend compte à Grande-Rivière, c'est que c'est difficile de faire atterrir tous ces projets-là. Il y a beaucoup d'argent pour le développement des régions. Il faudrait réussir à s'assurer que cet argent-là, pour la revitalisation des régions, soit concentré dans l'Église, parce que, par exemple, l'agrandissement du cégep, tous les projets que je vous ai dit à Grande-Rivière, en ce moment, ils commencent à s'être répartis. Certains terrains sont identifiés. Puis pour nous, la seule façon de justifier la requalification d'une église de 1300 places dans une population de 2000 habitants, c'est que 100% des projets de développement et de financement pour leur développement doivent être catalysés dans l'Église, qui est loin d'être évident parce que le maire a sa façon de gérer la ville qui est un peu par morceaux et cette vision-là n'est pas facile à vendre non plus. Mais en même temps, il n'y a pas d'autre choix. C'est soit ça ou l'Église tombe en ruine devant les habitants pendant des années. Mais il y a des fonds, je veux dire, il n'y a pas de limite au CPRQ dans le nouveau programme qui a été créé il y a 3 ans, 3-4 ans, pour la conversion. Donc, on donne au départ un budget pour les études, mais on ne donne pas à la fabrique. On donne un groupe constitué qui, normalement, est parrainé par la Ville. Puis il faut que la Ville aussi ait fait ses devoirs, donc ait cité le bâtiment comme édifice patrimonial. Et à partir de là, donc après ça, on peut dire le groupe qui prépare le projet, dans son projet, il y a aussi un plan de stratégie de financement. Et je veux dire, il y a beaucoup de cas où à peu près 75-80% du financement est payé par le programme du CPRQ, puis le reste vient par des programmes. L'avantage des fonds fédéraux, tu sais, quand on a une subvention d'un organisme au Québec, on ne peut pas la parier et nous dire, vous devez aller chercher 40% dans le public, là. Mais on ne peut pas utiliser un autre programme québécois pour aller chercher le 40%. Mais on peut aller chercher un programme fédéral. Donc, on peut aller chercher au fond de l'EG où il y a de l'argent. Et chaque année, il y a de nouveaux programmes qui apparaissent. Il y en a qui disparaissent parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, une fois qu'on suit ça un peu, on arrive à financer assez bien. Mais comme tu dis, il faut trouver
des usages auxquels souscrit la municipalité et donc les citoyens, parce que ça leur est utile. Et après, ben, il restera toujours des frais. Tout propriétaire. Parce qu'une fois que le chantier est terminé, ben, il reste la facture d'Hydro-Québec, il reste donc, ça, c'est des choses qu'il faut gérer après, avec des fois des usages qui n'apportent pas beaucoup de revenus. Quand vous dites aux gens, on va vous faire un petit café, ou aux jeunes du village, on va faire un coin d'escalade, ou on fait un petit centre d'exercice. Il y a les bodybuilders d'un village, là, eux autres, ils aiment ça faire ça la nuit. Donc, il faut leur dire, on va vous faire un petit centre d'entraînement qui va ouvrir à minuit jusqu'à 8 heures du matin, puis vos bénévoles s'en occupent. Là. Donc, on rallie tout le monde avec toutes sortes de projets, puis en condition que ça remplisse l'Église. Et là, ça devient socialement acceptable que la municipalité paye des frais qui ne sont pas couverts par des revenus spécifiques. Parce qu'on a l'expérience qu'on a dans des villages, quand on est dans la région de Montréal, autour de Montréal, les gens du village veulent garder leur église. Les gens qui sont allés là parce que c'était pas cher, puis qui font de l'autoroute matin et soir, ils s'en foutent de l'église. Sauf si on met dans l'église des choses qui leur évitent de faire 30 km avec le petit pour aller jouer assis, monter dans un mur, ou ainsi de suite. Là. Et donc là, si on arrive à ramasser les banlieusards avec ça, bien là, on a un projet gagnant. Là. Mais c'est jamais simple, parce que s'il y a une élection municipale, il y a un tweet là, qui s'oppose au maire, puis qui fait du projet de l'Église son ennemi numéro 1, puis qui se fait élire. Ça retarde le tout d'un autre 4 ans. On est toujours dans... C'est pour ça que je parle de moron, là, des fois, parce que on a beau faire... mais j'ai travaillé sur ces projets il y a 15 ans, puis c'était mort au feuilleton dans des élections. Puis là, un beau matin, je reçois un téléphone. « Monsieur Nopel, vous êtes déjà venu, puis ça avait l'air pas mal. On a envie de recommencer ça. » Je dis, bon, en voilà un autre qui repart. Mais moi, je reste optimiste, mais il faut qu'il y ait une mobilisation citoyenne. Puis il faut qu'on convainque d'abord et avant tout le conseil municipal. Ils prennent un petit peu de temps. Oh. Je vais prendre les deux. Ah, c'est bon. Je suis énervé. J'irai avec une dernière question, puis on ouvrira à la salle après si vous avez des questions, d'interrogation. Mais bon, on en a déjà parlé, mais peut-être l'innovation, qu'est-ce qui s'en vient parmi les expériences que vous avez faites, notamment sur le plan technologique, qu'est-ce qui, bon, peut-être pour pallier à l'inévitable qui s'en vient, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? L'état de la question d'après vous. Bien, on en a déjà parlé un petit peu, mais j'ai l'impression que l'occupation transitoire peut être une stratégie innovante dans la requalification des églises. À chaque fois qu'une église est requalifiée, si elle ne passe pas par une période de vacances, il y a une transition, parce qu'il va y avoir une transition entre uniquement des activités de culte vers des activités laïques, soit elle est progressive ou elle est drastique. Et nous, dans notre manière de faire, on pense quand même que c'est positif d'avoir une forme de cohabitation pendant une période de transition, parce que les paroissiens et paroissiennes sont quand même les usagers et usagères des églises, pendant que c'est eux qui les connaissent le mieux, c'est eux qui les ont les plus proches du cœur aussi. Et donc, cette période d'occupation transitoire, elle peut permettre de tester cette cohabitation, elle peut aussi amener une forme de mixité au sein des activités, et elle peut permettre de passer de manière moins drastique entre le culte et le laïque. Nous, c'est ça qu'on a essayé de mettre en place à Grande-Rivière. C'est sûr que, comme je l'ai mentionné, ça n'a vraiment pas été très facile, mais ça a quand même permis de faire aboutir sur un projet qui, en ce moment, est un projet qui est porté par à la fois la communauté de paroissiens et paroissiennes et un groupe de citoyens non pratiquants. Et oui, je pense que c'est sûr qu'il y a de nombreux défis au niveau de la mobilisation, mais comme les paroissiens et paroissiennes sont des gens qui sont déjà mobilisés dans le projet, bien, ça nous permet au moins d'avoir un groupe qui porte le projet vraiment de manière très, très, très proche de leur cœur.
Ah oui, en termes d'innovation technologique, je m'y connais un peu moins, mais par exemple, il y a une église que certains connaissent qui est chauffée par des bitcoins. Nous aussi, quand on avait la question à Grande-Rivière, on est allé voir le café d'à côté qui fait de la torréfaction, puis il nous a dit que lui, à moins 40, il était en chess dans ses machines de torréfaction, puis il ne savait plus quoi faire de cette chaleur-là. Donc, on a commencé à imaginer est-ce que ça pourrait sentir le café et chauffer l'église en même temps. Mais je pense que la vraie innovation va passer dans un processus réplicable. C'est un modus operandi avec, on sait quel genre de modèle de gouvernance pourrait être mis en place, tant pour la phase de développement que la phase de gestion. Un GRT qui, lui, regroupe les ressources nécessaires puis qui commence à développer une expertise qui permet d'accompagner et d'apprendre des autres projets de requalification avec une démarche de consultation qui n'attend pas le porteur de projet, mais qui identifie au sein d'un secteur c'est quoi les forces vives, c'est quoi les projets dans les boîtes qui pourraient s'implanter, qui arrivent à développer des modèles d'affaires et en s'appuyant sur un modèle de gouvernance avec des contre-types de cessation de la fabrique vers le nouveau modèle de gouvernance. Je pense que ça va passer par vraiment un genre de processus type qui va avoir plus de chances peut-être d'être financé et qui va nous assurer que dans un projet, dans une église où il n'y a pas de porteur de projet, il n'y a pas vraiment d'idée, on peut quand même aller jusqu'au bout de la démarche puis avoir le plus de chances de trouver un modèle d'affaires, des partenaires et un projet de requalification qui se tient sans attendre la bonne idée ou le porteur de projet miracle. Donc, c'est peut-être vers ça que je dirais qu'on devrait pousser. Oui. On a des nouveaux procédés, mais on les diffuse pas assez. André Bourassa, qui est à Victoriaville, là, qui est dans ECO... il a développé des nouvelles façons de concevoir l'isolation d'un bâtiment. Il a fait la chapelle Trinité à Saint-Jean-Richelieu, qui est un procédé tout à fait nouveau. Il a soufflé du chanvre, là, c'est un nouveau processus qu'il a trouvé en Europe. Les Suédois ont développé toute une machinerie pour chauffer des églises. Ils partent du principe que quand la chaleur monte dans une église, elle se perd non pas comme ça partout, mais à certains endroits spécifiquement. Et donc, si on contrôle ces points-là, on peut réduire de 40% le coût de chauffage d'une église. Ça existe à Saint-Ubalde, ils ont travaillé avec la biomasse et donc ils ont créé, l'église est devenue la raison d'avoir un chauffage municipal pour des bâtiments importants avec une centrale, les différents bâtiments. Donc, le problème, c'est qu'on les diffuse pas assez, ces expériences-là, puis chacun a l'impression qu'il faut qu'il réinvente l'eau chaude, là. Et donc, c'est là qu'il faudrait... Moi, j'essaye de pousser un peu au CPRQ pour dire, est-ce qu'on ne pourrait pas publier un peu plus les bons exemples? Est-ce qu'on ne pourrait pas... Mais, bon, le conseil est mandataire du ministère et le problème est toujours le même. C'est que le ministère dit, si on annonce trop la bonne nouvelle, on va augmenter de façon dithyrambique la demande. Le ministère ne peut jamais dire aux gens « faites ceci, faites cela », parce que le lendemain matin, les gens se retournent au ministère en disant bon, « puis là, est-ce que vous m'aidez ?» Alors, ça, c'est un peu le CPRQ est très près du ministère. Là, on pousse un petit peu. On va essayer de faire l'an prochain des états généraux du patrimoine ecclésial, j'espère, et non pas religieux. Et puis, j'aimerais ça qu'on publie un beau livre avec tous les beaux exemples de conversion d'églises au Québec pour inspirer ceux qui voudraient le faire, mais avec aussi des fiches techniques sur qu'est-ce qui a bien marché. Puis on sait aussi qu'il y a des choses, il y a des gens qui nous arrivent qu'un projet, puis on dit, écoute, je ne vais pas te décourager, mais on a essayé ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça ne marche pas. Ça fait que tu veux vraiment passer 2-3 ans à faire ça encore une fois? On peut-être aussi bien d'aller ailleurs tout de suite, là. Donc, on sait beaucoup comment faire, comment bien faire. Si on s'inspire de la Suède, des Pays-Bas et de l'Allemagne, sur le plan des nouvelles technologies, là, on peut faire des églises vertes. Là. Aucun problème. Et puis pour le financement, ça va assez bien. Bon, on avait une démarche avec le gouvernement fédéral. Tu sais, les députés de la Chambre des communes, ils avaient fait un groupe d'initiative pour dire est-ce qu'on pourrait subventionner les églises at large. Là. Puis parce que, vous savez, le Canada, le patrimoine canadien, c'est les gares. Donc, il y a une loi sur les gares. Bon, c'est pas un succès tout le temps, mais en tout cas. Mais ensuite, ils ont adopté les phares. Ça, c'est from coast to coast. Puis moi, j'ai été leur dire, mais écoutez, les églises, c'est aussi from coast to coast. Là. On en a partout. Et puis, on dit, oui, c'est une bonne idée. Là, l'Ontario nous est rentré dans le corps. En disant, le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Bon, alors, tu sais, on est toujours un peu là, dans ce truc du religieux là, qu'il faut...
Et puis, il n'y a pas de solution avec le religieux, parce que tu dis, il faut travailler avec les paroissiens, tout ça, mais la paroisse ne peut pas s'engager dans un programme de développement. La loi sur les fabriques est claire là-dessus. Donc, si on veut faire quoi que ce soit, il faut le faire à côté. Ça ne veut pas dire que les 30 derniers paroissiens, ça reste quand même des citoyens municipaux et qui sont très intéressés à l'Église. Donc, on peut les mobiliser, mais pas sous le label religieux, là. C'est sous le label patrimoine. Et alors, il y a une chose qu'il faut quand même dire, c'est que souvent, quand on travaille avec les églises, ou même les couvents, les monastères, souvent, les gens les plus religieux sont aussi les gens de plus extrême droite, là. Alors, il y a beaucoup de paroisses, beaucoup d'endroits où les gens aimeraient mieux voir démolir l'Église que de voir ces antéchrists s'en saisir pour faire d'autres choses. Ça reste une maladie, là. Mais ça, nous, à Grande-Rivière, on a entendu un marié dire « On aura réussi notre mission quand la clé sera dans la porte. » Et presque sous-entendu, et on va y avoir mis le feu avant de partir. Et c'est assez choquant à entendre, c'est qu'on travaille fort pour requalifier une église. Mais oui, mais moi je pense que je rêve, vous disiez, oui, de diffuser les informations, mais aussi avoir des équipes dédiées à les recevoir, ces informations-là, parce qu'ils ont beau être dans les airs, c'est pas dit qu'il va y avoir une équipe. Fait que, mes enfants regardent Pat Patrouille. Et j'imagine une SWAT team, peut-être en toge, masquée, avec comme l'architecte, l'ingénieur, la personne en consultation publique, une parapublique financée qui va à la rescousse des églises et qui est, dans le fond, le tremplin entre la fin des usages religieux jusqu'au départ du nouveau projet qui peut être autofinancé avec les forces vives autour du secteur. Mais ça prend cette équipe de feu qui fait l'entre-deux. On est un peu pris. Le ministère de la Culture ne veut pas qu'on soit trop agressif parce qu'il dit que ça va créer de la pression sur la demande. Alors qu'en fait, moi je dis, si vous voulez refuser les demandes, allez-y, mais ça va être au Conseil des ministres et aux députés de dire qu'on ne donne plus suite. Parce que moi, qu'un directeur général ou quelqu'un au ministère dise on ne veut pas y aller, ou même la Ville de Montréal, la division du patrimoine, elle est hostile aux églises, comme ça se peut pas. Mais écoutez, là, vous allez ramasser le problème, là, puis ça va sauter, là. Il y a des églises qui vont commencer à brûler à Montréal, puis on va en démolir, puis on va se rendre compte que derrière ça, il y a des promoteurs, etc., etc. Je ne pense pas que Projet Montréal peut survivre à ça, là. S'il ne s'en occupe pas. Mais là, il y a des gens qui disent, OK, c'est correct, mais du point de vue des fonctionnaires, et le problème à Montréal, c'est que le patrimoine est à la ville-centre, puis la gestion du cadre bâti est dans les arrondissements. Donc, il y a quelque chose qui est incompatible, là. Merci. On va ouvrir à la paroisse. Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, je vais vous passer le micro pour les biens de l'enregistrement. Voilà. Bonjour, M. Nolfen. Merci à vous tous pour ces présentations. Dans le fond, on arrête là où ma question arrivait. Dans le fond, c'est que moi, j'habite la rue Folum avec mes voisins, puis l'église Saint-Eusèbe de Versailles, on croyait que tout baignait, là, que tout le monde s'en occupait, nos élus, puis tout ça. Puis finalement, on se rend compte que non, pas du tout. Puis justement, on nous dit, là, à l'arrondissement, à l'urbanisme, on nous dit la ville-centre ne veut pas nous permettre de dézoner ou quelque chose comme ça. Puis j'attends un retour du central. Puis là, je me rends compte que à l'intérieur de la ville de Montréal, il y a comme 2 paliers qui ne se parlent pas. Puis je voulais plus de détails là-dessus. Puis c'est là où vous êtes là. Oui, Saint-Eusèbe, le problème... Donc, il y a l'arrondissement, il y a la ville, puis il y a le diocèse. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà... l'arrondissement et le diocèse ont déjà passé proches avec des projets de réessail de la Bossière, là, de faire des... Et là, ça a bloqué. Puis là, je veux dire, la ville a fait une grande connerie. C'est-à-dire qu'ils ont pensé bien faire. C'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les églises de Montréal et ils les ont, comme je dis, dompées dans le plan d'urbanisme, comme des édifices d'intérêt patrimonial. Ça veut dire que ça prend 2 ans de démarche pour enlever un bâtiment de cette liste-là et pouvoir faire un projet. Donc ça, Et puis ensuite, la ville a commandé des études, des évaluations patrimoniales, puis ils ont donné ça à des consultants. Puis quand tu donnes 7 000 à 8 000 à quelqu'un pour dire « Fais-moi une évaluation patrimoniale de l'église Saint-Eusèbe », c'est quoi la conclusion? Édifice magnifique, super, il faut conserver à tout prix. Ça va de soi, ça va avec la commande. Si ça avait donné 250 pièces, peut-être quelqu'un aurait dit ça vaut pas la peine, elle est trop abîmée, puis on laisse faire.
Mais donc là, on est pris avec ça, la ville-centre qui a une liste de bâtiments dans le plan d'urbanisme avec une démarche très lourde pour la modifier. En soi, on peut dire que c'est une protection magnifique pour le patrimoine, oui, mais. Et tout de suite après, l'arrondissement qui, lui, regarde, bien sûr, on a du patrimoine, mais on a aussi des besoins, du logement, puis on a des groupes sociaux, communautaires, et ainsi de suite. Et entre les deux, le diocèse s'est dit finalement, on ne perd rien à attendre, parce que le terrain est à l'abri des taxes. Notre terrain monte de valeur. Puis à un moment donné, là, Saint-Eusèbe est à veille de tomber tout seul, là. Ça prend... ça ne prendra pas quelqu'un qui va pousser dessus, à un moment donné, ça va... Alors, et donc là, c'est qui va ramasser? Là, c'est là que le diocèse va avoir... Parce que c'est quoi la valeur d'une église? C'est la valeur du terrain diminuée du coût de démolition de l'église. Amener Saint-Eusèbe au vidange, c'est à peu près 1 million. Donc, pour un promoteur, il va dire, je peux acheter le terrain, tout le site, là, pour 3-4 millions. Je vais mettre 1 million pour amener ça au vidange. Puis après ça, je peux faire des projets de condos de luxe. Ça, c'est ce qui se pointe à l'horizon si on ne réagit pas. Là, j'ai au moins 12 églises qui sont dans ce cas-là. Et alors, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que la ville se dise, on va s'asseoir avec le diocèse, puis on va dire, écoutez, nous, on juge que comme patrimoine, on a ça qu'on veut protéger. Si vous voulez garder ça ouvert comme lieu de culte un peu encore, tant mieux. Parce que on aura une interprétation vivante. On ouvre la porte, puis il y a du monde à la messe. Ça fait que ça explique aux gens à quoi ça servait tout ça. Puis c'est gratuit. On n'est pas obligé de payer le curé, là. Il est payé par ailleurs. Donc, deuxième catégorie, quels sont les bâtiments que l'on veut, nous, municipalités, conserver et dont on veut utiliser le site pour nos fins, par exemple, d'habitation? Puis troisième catégorie, voici quels sont les bâtiments qu'on accepterait de sortir du plan d'urbanisme, puis on accepterait que vous les vendiez à quelqu'un qui éventuellement va les démolir. Là, on peut arriver à une entente là, sur un 33%, là, puis on sauverait nos églises les plus précieuses, qui pourraient être mises en valeur et temporairement, pendant un certain temps, rester encore ouvertes au culte. On pourrait avoir d'autres bâtiments qu'on va conserver en développant des nouveaux usages dedans et autour. Et en échange de quoi, on dit au diocèse, maintenant que vous nous avez donné sur vos 128 bâtiments, que vous nous en donnez une 50aine, on vous autorise à en démolir un certain nombre pour que vous puissiez rentrer dans votre argent, avoir un peu de revenus, puis payer les fonds de pension des curés, puis ainsi de suite. Là. Bon, alors, ça pourrait être un bon deal, là, mais il faut commencer quelque part. Quand je vais au diocèse avec ça, ils me disent, Monsieur Noppen, on achète ça tout de suite. Quand je parle à un élu, il me dit, c'est génial, on va le faire. Maintenant, je ne peux jamais reparler. Quand je vais au service du patrimoine, ils m'ont dit, Luc puis ses églises. Là. Bon. On va amener ça comme sujet à la prochaine élection municipale. Là. Merci, Guillaume. Je ne veux pas prendre la parole de personne. Non, moi, sur un ton plus joyeux. J'aimerais ça vous entendre au sujet de Grande-Rivière. Comment est-ce que vous avez résolu, tranché le nœud gordien de ces opposants à l'avenir de l'Église? Ça a été un long travail, mais on a trouvé quelques trucs, quelques activités qu'on a faites qui nous ont aidés à essayer de faciliter cette cohabitation. Entre autres, on a fait une activité que moi j'ai trouvée très, très intéressante où on est venu peindre une ligne du temps à l'intérieur de l'Église. C'est toutes des choses très, très concrètes, où on a mis sur la ligne du temps tous les événements qui avaient marqué l'histoire de l'Église et de la communauté de Grande-Rivière. Et on a demandé à la population de venir apposer des photos de leurs souvenirs dans l'Église sur la ligne du temps et de raconter les récits qu'ils avaient autour de ces souvenirs-là. Et ça nous a permis de créer un lien entre le passé très religieux de l'Église et le futur projet. Et aussi de mettre en valeur cette histoire et de faire comprendre aux paroissiennes qu'on n'était pas là pour faire fi de tout ce qui s'était passé, puis d'ignorer tout ce passé, mais au contraire, pour essayer de le faire poursuivre sous un autre angle, mais lui donner quand même une vie. Et ça les a aussi impliqués dans la démarche et ça nous a beaucoup aidés. Sinon, un autre élément que je pense qui est vraiment un élément
presque l'élément majeur de notre mandat là, qu'on a compris, c'est que c'est au niveau des mots et du discours. Au départ, quand on a commencé notre intervention, on parlait à la communauté paroissienne, puis on leur disait comment le deuil qu'ils allaient faire allait être dur et complexe et long. Et là, bien sûr, ça amenait des sentiments plutôt négatifs. Et un jour, on est allé faire un voyage à Baie-Saint-Paul et on a rencontré une sœur qui s'appelle Sœur Doris, qui est fantastique, et qui nous a parlé de comment sa communauté religieuse a légué leur bâtiment à la communauté de Baie-Saint-Paul. Et elle avait vraiment un superbe discours sur ce legs. Et là, quand on est retourné à Grande-Rivière, on a fait une activité pour voir qu'est-ce que les paroissiennes voulaient léguer aux prochaines communautés. Et juste en remplaçant ce mot de deuil à legs, tout d'un coup, tout a comme débloqué. Et à partir de ça, on a aussi fait une activité où on leur a fait écrire plusieurs valeurs qui avaient habité le lieu durant plusieurs décennies. Ils ont mentionné, entre autres, un lieu de sérénité, de calme, de paix, un lieu pour les célébrations, de service à la collectivité. Et à partir de ces valeurs, on a rédigé avec elles et eux 5 grandes lignes directrices qui allait dicter le projet dans sa forme pérenne et on leur a dit que ces lignes directrices-là pourraient être écrites dans l'acte de vente. Donc, de dire qu'eux pourraient, d'une certaine façon, influencer le projet pérenne. Par exemple, on a écrit que le lieu reste ouvert à la collectivité et aux communautés. Donc, ça les a rassurés beaucoup et ça les a permis de nous faire plus confiance et de sentir qu'on était là pour les aider et pas pour faire notre projet et partir à zéro. Aussi, ça a été quand même difficile parce que Grande-Rivière, c'est quand même à 10 heures de Montréal. Et nous, on avait aussi beaucoup il y avait cette vision de nous comme les Montréalais qui venaient prendre leur église et qui allaient en faire, je sais pas trop quoi. Les gens du plateau qui venaient mettre un café et une barre à... Peut-être juste un petit mot de l'idée d'inscrire des lignes directrices dans l'acte de vente. On fait un autre projet à la Cité des Hospitalières. C'est ça, les Sœurs Hospitalières de Saint-Joseph qui ont fondé Montréal et là, qui ont légué leur bien le plus précieux, leurs couvents, à la Ville de Montréal, ont inscrit dans l'acte de vente 5 lignes directrices. Puis nous, ça a été vraiment la matière première pour développer le projet d'occupation transitoire. Puis notre guide afin de sélectionner des bons occupants ou de définir des nouveaux usages en s'assurant qu'il y a une continuité. Et cet exercice-là, ils l'ont fait. Puis aujourd'hui encore, elle porte le projet. Et la Ville, pendant 25 ans, est obligée de respecter ces lignes directrices-là. Ils sont très flous, mais au moins qu'ils nous disent que la Ville ne pourrait pas revendre pour faire des condos de luxe ou un hôtel, sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ça. Donc, le transitoire, en ce moment, l'objectif à la Cité, c'est d'interpréter ces lignes directrices-là, puis voir comment elles peuvent se concrétiser dans des organisations qui, chacune à leur façon, reprennent les valeurs des sœurs de par leurs activités et s'assurer que l'ensemble aussi respecte l'esprit de la congrégation religieuse en l'amenant dans une logique du 21e siècle, en enlevant Jésus de l'équation, mais en gardant les valeurs et l'implication des sœurs pour Montréal. Oui, bien, merci beaucoup. J'ai comme 2 questions, en fait. Un, pour revenir un peu avec Grande-Rivière, te souligner un peu des défis. Ce que j'en comprends, en fait, c'est que c'était plus des défis humains que concrètement, vraiment un plan d'affaires concret que vous vouliez structurer. Donc, c'est ce que j'entends, là. Bien, il y a eu beaucoup de défis humains. À la fin, on est quand même arrivé avec un plan d'affaires qui comprend un modèle d'affaires qui pourrait être viable après, si on ne prend pas en considération les coûts qui sont associés aux travaux, qu'on pense qu'il pourrait y avoir des subventions qui pourraient subventionner cette section-là. Après 5 ans, une fois que les travaux sont remboursés, disons, le projet pourrait être viable financièrement. Et on a aussi des esquisses architecturales qui sont avec ça. OK. Deuxième question, je suis relativement nouvelle là, dans tout ce qui est église et tout ça. Puis si on regarde, par exemple, à l'échelle du Québec, statistiquement, comme approximativement, une église va occuper quel pourcentage du terrain dans son ensemble, en moyenne, mettons? Je vois un peu où est-ce que tu t'en vas, j'ai l'impression. Mais oui, c'est un bon point. À Grande-Rivière, je ne sais pas en général, là, peut-être que Luc, tu pourras répondre à cette question-là, mais c'est vrai qu'à Grande-Rivière, l'Église occupe une très petite partie du terrain et une de nos recommandations, c'est sûr que là, c'était à l'extérieur de notre mandat à nous, mais une de nos recommandations pour la suite du projet, c'est de prendre en considération l'ensemble du terrain et de voir si
en mettant en place d'autres projets sur le reste du terrain ou en louant ou peut-être en vendant une partie du terrain, ça pourrait pas créer des revenus qui, eux, permettraient de faire fonctionner le modèle de l'Église. Parce qu'il faut vraiment créer une forme d'écosystème, j'ai l'impression, dans ces projets-là, en mettant d'autres fonctions où l'Église devient comme le cœur, mais les autres fonctions permettent de faire vivre l'Église. On a étudié aussi beaucoup d'autres projets de requalification d'ensembles conventuels. Puis souvent, quand on regarde, c'est la requalification ou les travaux nécessaires pour la chapelle de l'ensemble conventuel, c'est jamais rentable. Ça prend toujours les autres usages qui viennent complémenter et dégager des profits pour requalifier la chapelle. Alors que dans le cas d'une église, ce n'est qu'une chapelle sans rien d'autre aucun autre bâtiment en fait qui peut couvrir les dépenses, mais le terrain peut être un des leviers financiers pour adoucir le modèle financier. On commence à accumuler les pour questions. le terrain, vous savez, une église, ça vient généralement, il y a l'église, le presbytère et le cimetière. Alors, au départ, c'est tout pris ensemble. Puis après, il y a des paroisses qui, souvent, pour payer la réparation du toit de l'église, ont vendu le presbytère. Ce qui est une connerie, parce que si on veut faire un usage de l'église, des fois, on aurait besoin du presbytère pour loger des services ou des bureaux, en tout cas. Et puis, ce qui se pose récemment, c'est la question du cimetière. Donc, les cimetières, ils sont, parce que c'est des sites consacrés, ils sont hors commerce. Mais il y a des endroits, il y a beaucoup de paroisses au Québec qui sont situées en milieu agricole, et donc le zonage agricole ne permet pas de lotissement. Et donc, on est pris avec une église, un presbytère et un cimetière qui sont sur un seul lot. Puis, on ne peut pas le diviser parce qu'il faut aller à la commission du zonage agricole. Puis, eux disent, on ne fera pas ça parce que le maire, il va revenir avec tout le reste des terrains qu'il veut dézoner. Alors, donc, il y a des problèmes compliqués avec cette histoire de terrain. Puis, et par ailleurs, je veux dire, du point de vue des bailleurs de fonds, le terrain d'une église, ça ne vaut rien. Parce que l'église est une charge. Alors, il n'y a jamais quelqu'un qui a réussi à avoir une hypothèque sur l'église pour faire des travaux. C'est pas possible. L'inconvénient de ça, c'est que de l'autre côté du spectre, quand on reçoit une subvention, par exemple du Conseil du patrimoine religieux pour faire des travaux de conversion, puis bon, on peut avoir 1, 2, 3 millions, mais il faut faire les travaux puis les payer, puis on se fait rembourser après. Et donc, c'est là qu'il n'y a pas une municipalité derrière ça pour dire, OK, je vais vous avancer les fonds ou je vais garantir un prêt sur mon équité, mais non pas sur le terrain. Donc, c'est compliqué, le rôle du terrain dans le cas de l'Église. Alors, souvent, c'est des terrains qui sont quand même assez grands, puis qui n'ont peu qu'une position stratégique. Donc, moi, j'ai vu beaucoup d'églises où la paroisse s'est dit, ben, je veux vendre, puis j'ai un acheteur. Puis c'est un Petro-Canada, ou c'est un Bonissoir, parce que c'est dans le milieu du village. C'est du prime location, là. Alors là, on dit, écoutez, là, quand même, vous voulez pas... mais vous pourriez faire votre hôtel de ville dans l'église, parce que la situation centrale... puis dès qu'on arrive dans les villes, évidemment, le terrain a une valeur gigantesque, mais qui n'est pas réalisable tant qu'on a le label patrimonial qui, dans le plan d'urbanisme, par exemple, protège le bâtiment. Là, il y a des municipalités, sur la question du terrain, il y a une municipalité au Québec qui a acheté un cimetière. Je vous dis, ils ne savent pas dans quoi ils sont embarqués, là. Parce que, tout comme l'Église est consacrée quand elle sert au culte, donc quand on ferme l'Église au culte, on va faire une cérémonie d'exécration, en langage populaire de déconsécration. Et à ce moment-là, donc, ça devient un bâtiment laïque, c'est de la pierre, c'est plus une église, c'est plus un lieu sacré, du point de vue du diocèse, de la religion, de la foi. C'est la même chose avec un cimetière. Donc, c'est pour ça que les catholiques romains au Québec sont très mal servis par leur cimetière parce qu'ils ne peuvent pas acheter leur lot, ils sont toujours locataires. Et donc, tu loues ton lot pour 40 ans, 50 ans ou 99 ans, puis au bout du temps, on te met dans une fosse commune puis on recommence. C'est l'histoire qui est arrivée dans les pensionnats. Tu sais, c'est la règle catholique, là, c'est tout. Les protestants, par contre, sont propriétaires de leur lot. Chaque lot est cadastré. Et chaque mort possède son lot, et si on veut l'évincer de là, il faut obtenir l'accord de la famille, sinon avoir un jugement. Donc, on arrive à protéger les cimetières protestants,
mais pas les cimetières catholiques. Parce que dès que l'évêque dit « je déconsacre », ben là, c'est comme si on pouvait faire n'importe quoi. Alors, c'est toute la question du terrain, de la notion du sacré, de l'imbrication dans le parcellaire québécois avec le zonage agricole et ainsi de suite. Et ça se présente sous différentes formes. Hein. C'est très varié selon les cas. Le temps file, puis on a encore 3 questions. Est-ce qu'on peut s'entendre sur questions courtes, réponses courtes et verre de vin ou de bière après? Oui, bonjour. Donc, moi, ma question, ça s'adressait à vous 3, là, mais un petit peu plus à M. Nopel, parce que ça m'a marqué un peu la perception des églises qu'on a un peu au Québec. Tu sais, pas vous faites traiter, mais vous avez mentionné comme en open puis ces châteaux, là. Donc, ma question, ça serait comment qu'on pourrait changer cette perception-là un peu c'est une question générale là, des églises. Parce que vous dites, c'est vous qui le dites, les églises sont nos châteaux. Donc, comment qu'on transmet ça? Bien, quand on a commencé, je trouvais que c'était une bonne idée pour essayer de défendre ma cause. Et nos églises sont nos châteaux, parce qu'on n'a pas de château, hein, on en convient. Et puis que donc, quand on va en France, on va ailleurs, on va visiter les châteaux. Nos églises sont nos châteaux. Puis, bon, ça se défend pas tout le temps, là, mais je suis pas prêt à revenir là-dessus, mais je suis prêt encore à dire qu'on a un certain nombre de nos églises qui sont de véritables châteaux, là, qui sont... Moi, je vivrais mal avec la disparition de Saint-Jean-Baptiste, avec la disparition de, je sais pas, Saint-Pierre-Claver, ou un certain nombre de grandes églises de Montréal que j'ai appris à connaître. Et donc, je suis prêt à les défendre comme étant des objets d'exception. Mais ceci, ça fait partie d'une lecture de l'historien d'architecture des années 70, 80, 90. Et aujourd'hui, on a pris un virage patrimonial vers le social en disant on est prêt donc à faire des compromis du point de vue des besoins de société. Alors moi, si on me dit, écoute, on a une belle église, mais malheureusement, elle va nous coûter 10-12 millions, on n'a pas les moyens, puis on pourrait... alors je dis, OK, mais au moins faisons du logement social là, en lieu et place. Et donc là, on va... Tu sais, ce bâtiment qui a servi la collectivité pendant des années, il a fait son temps. On est capable d'en faire le deuil. Je ne sais pas si vous remarquez combien, quand on perd un bâtiment patrimonial, au bout de 3 ans, plus personne ne s'en souvient. Tu sais, on est vite amnésique, là. Donc je me dis, ça peut faire saigner. Il y a des églises on a perdu une couple là, que je pleure encore, là, mais je suis un peu tout seul. Puis, je veux dire, la plupart des gens disent, mais les gens deviennent violents dès lors qu'apparaît une tour à condo en lieu et place du bâtiment qu'ils chérissaient. Là. Donc, mon château, j'en fais du logement social ou j'en fais un équipement communautaire ou un équipement culturel. Puis, je suis prêt à négocier là-dedans, même faire des changements. J'accepterais qu'on modifie une église. Là, on travaille un peu avec le ministère de la Culture pour dire toutes les églises classées. Si on ne peut pas enlever les bancs, si on ne peut pas faire des changements qui sont requis par un nouvel usage, on va toutes les perdre. Parce qu'on n'a pas assez de Japonais qui nous visitent pour leur ouvrir 200 églises qui ne servent qu'à être regardées. Donc, il faut mettre un peu d'eau. Il ne faut pas que toutes nos églises deviennent des bibliothèques Saint-Sulpice. On ne sait pas quoi faire avec parce que c'est classé de bord en bord. Le bâtiment est classé, les tables sont classées, les étagères de livres sont classées, les luminaires sont classés, le vitrail est classé, puis il n'y a plus personne qui sait quoi faire avec ça, sauf inventer une fonction, puis dépenser 10-12 millions par année pour juste dire... On serait bien mieux de dire, on va corriger le classement un petit peu, là, puis on va rendre ça plus convertissable. Moi, je pense que ce que vous avez dit est vrai, mais pour changer la perception des églises comme un poids, puis voir ça comme un potentiel de développement régional. On a des exemples de villages qui sont vraiment revitalisés à travers un projet de développement d'église. Je pense à Saint-Adrien ou Sainte-Camille. Je pense que c'est des exemples qui donnent envie aux autres, puis qui auraient tous ces autres-là, villages un peu moins vibrants ou vivants, qui ont aussi une église et qui voient les autres qui ont développé un café communautaire avec une résidence d'artistes, un studio d'enregistrement et un centre de conférence. Je pense que c'est ce genre de truc qui peut donner envie, puis voir l'église comme un potentiel de développement du village, comme l'endroit où il pourrait se passer des choses, surtout s'il y a des financements qui est attaché à ça. Puis ça donne envie parce qu'il y a un programme qui permet de requalifier l'église, qui amène des jeunes ruraux à reprendre le flambeau des anciens paroissiens. Je pense que ça peut être une bonne façon de changer notre donne. Donc, pas le voir comme un fardeau, mais comme une opportunité de développement.
Oui, bonjour. Émilie Terrien, je suis de Hoche-Lab et ça, c'est un OBNL qui a comme projet la sauvegarde de la requalification de l'église Saint-Clément de Viauville, donc qu'on appelle Station Viauville, donc qui est sur Adam, coin Viau. Donc, évidemment, tout ce que vous avez raconté ce soir, ça nous rejoint énormément parce que ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Moi, je t'avais de perdre ma job tellement que je travaille là-dessus. Puis, tous les enjeux qui ont été soulevés, on les voit, on les rencontre au quotidien. Donc, ça nous fait du bien de constater qu'on n'est peut-être pas tout seul à vivre ça, et etc. Donc, je tenais à souligner ça par ailleurs, mais je suis aussi accessoirement avocate en économie sociale. Puis là, vous avez parlé de fiducie foncière pour les églises. Puis j'aimerais en savoir plus, en fait, parce que moi, j'en fais des fiducies d'utilité sociale. Fait que je suis curieuse de savoir c'est quoi votre idée derrière tout ça. Bon, comme vous savez, la fiducie foncière, c'est quelque chose qui est permis depuis pas tellement longtemps, là, 10-12 ans, puis donc qui garantit un peu la pérennité. Je veux dire, quand on crée une fiducie, donc le fiduciaire, le constituant peut émettre ses volontés, et ça peut être notamment de conserver à tout jamais le bien, donc ça va particulièrement bien dans le domaine du patrimoine. On l'a utilisé beaucoup au Québec en écologie, c'est pour les îles du Saint-Laurent, etc. Mais en patrimoine, on a commencé à l'utiliser. Un bel exemple, c'est à Québec, la fiducie des Augustines de l'Hôtel-Dieu. Là, à Montréal, il y a un projet avec les Jésuites qui ont décidé que l'Église du Jésus serait propriétaire d'une fiducie. J'essaye de pousser ça au Mont-Saint-Hilaire avec le manoir Rouville-Campbell, que la municipalité a reçu un cadeau. Là, puis ils veulent mettre ça à l'abri un peu des aléas électoraux. Avec le ministère de la Culture, pour les églises précieuses, là, les 200 églises classées, on va proposer de créer une fiducie foncière, donc qui deviendrait le propriétaire et qui assurerait à tout jamais la pérennité patrimoniale, laquelle fiducie ensuite chapeaute plusieurs OBNL qui, eux, vont développer des usages là, qui vont participer à la rentabilité des lieux. Le modèle, évidemment, ici, c'est ce qui se passe, par exemple, aux Pays-Bas, où par province, il y a des fiducies qui ont été créées puis qui possèdent et gèrent les églises classées. Et donc, le ministère continue à subventionner la restauration, etc., mais la fiducie a donc l'obligation de gérer cet immeuble au nom de la collectivité. Et alors, je ne sais pas si vous cherchez d'autres... Pour notre projet, on envisage aussi d'avoir une fiducie pour le presbytère, ça, ouais. C'est pas simple parce que je dis aux gens, on parle de ça, puis tout le monde, c'est génial. J'ai fait attention parce qu'une fiducie, ça n'imprime pas d'argent. Donc ça, c'est une première chose. Et un écueil actuellement dans l'état de la législation, c'est que la fiducie paye des taxes municipales. Donc, il faut, comme a fait l'Hôtel-Dieu, comme vont le faire les Jésuites, il faut faire adopter une loi privée par l'Assemblée nationale pour que... Mais je pense que s'il y a assez de monde qui arrive avec un projet de fiducie, on finira par avoir une loi qui modifie la loi qui oblige Bon, l'autre affaire, c'est qu'une fiducie n'est pas aussi facilement admissible au Revenu Canada pour l'exemption des reçus de fin d'impôt. Mais ça aussi, c'est des choses, parce que c'est nouveau. C'est nouveau, puis je pense que si on est une vingtaine de groupes qui, dans les 5 prochaines années, ben là, ça crée un lobby, puis au lieu de voter 20 lois privées, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, regardez, là, on va amender la législation existante pour rendre ça possible. Et pour le patrimoine, je pense que c'est l'outil rêvé, parce que une municipalité qui possède un bâtiment, je veux dire, au bout d'une élection, il peut le vendre. Hein. La municipalité peut citer, mais peut décider. Il y a le classement au Québec qui est un peu plus pérenne, mais ce n'est pas un usage. La seule protection du classement, c'est que le ministre n'aime pas le projet que tu veux faire avec l'Église, ben, il peut l'acheter pour pas que tu fasses ton projet, mais il ne le fera jamais. Alors donc, il y a un cul-de-sac là, du point de vue de la propriété. Et ça, il faut le régler, puis extraire la propriété des velléités particulières d'un moment précis, là, puis dire on va mettre ça à l'abri pour toujours.
Ça, c'est une chose. Alors, il faudrait que tout le monde qui pense fiducie se mette à travailler ensemble puis dire, est-ce qu'on pourrait former un acte de fiducie modèle, type? Et c'est ça. Et ensuite que tout le monde... Parce qu'on a discuté déjà, il y a un dossier qui est un peu avancé dans l'imaginaire collectif, c'est la fiducie des clochers de l'île d'Orléans. Eux se sont dit, tiens, on a quelque chose de typique, là. Alors, on peut avoir des fiducies qui ensuite sont fédérées, et notamment pour l'usage. Aux Pays-Bas, c'est ce qu'ils font avec les églises. Ils les louent pour des congrès. Ils ont une compagnie privée, même des OBNL et des compagnies privées, parce que aux Pays-Bas, un OBNL ne peut pas faire ce qu'on appelle, nous, en bon français, du catering, pour ne pas faire concurrence à l'entreprise privée. Donc, ils ont créé une entreprise de restauration qui sert les différentes églises où il y a des événements qui requièrent des sandwichs au poulet, puis etc. Là. Donc, et c'est vraiment c'est une organisation. Ils ont une centaine d'églises, là, puis ça roule. Donc, c'est pas insensé de penser à ça. Mais il faut aller voir qu'est-ce que font les autres et comment ça peut nous aider. Bon, parlant de catering, merci beaucoup. Merci à nos invités. C'est fort intéressant tout ça. Puis voilà, donc on vous invite à rester avec nous pour un instant encore si vous voulez. Et à la prochaine. Merci beaucoup.